Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. L'actualité de ce jeudi révèle d'abord des pratiques clandestines sur la corniche ouest de Dakar. Le bradage du littoral se résume actuellement à des extractions nocturnes de sable et même des rochers. Nous nous rendrons sur place en début de journal. La terre, objet de toutes les convoitises, le foncier est sans doute l'une des plus grosses sources de discorde entre les communautés. L'accès des femmes aux terres est encore très faible. Une nouvelle étude révèle que seuls 2% de ces femmes disposent de papiers légaux. Et enfin, du sport, le stade du Sénégal livré le 22 février 2022. Le ministre des Sports, Matarba, annonce également la réception des stades de Ngor et des Parcelles Assainies le mois prochain. Bienvenue à tous. C'est une promesse de l'État du Sénégal qui date de juin 2020, une loi sur la protection du littoral. Les concertations se poursuivent depuis lors et Macky Sall a même reçu en audience le comité SOS Littoral. Et en entendant l'issue de toutes ces concertations, vous allez vous-même constater dans ce reportage qui va tout de suite suivre que le littoral en question est toujours bradé. Ce reportage est donc signé Pape Ibrahima Ndiaye, réalisé sur la corniche ouest de Dakar et précisément au phare des Mamelles. Regardez. Au pied du phare des Mamelles, toutes sortes d'activités humaines pour profiter de ces largesses à la fois historiques et écologiques. L'endroit offre une vue imparable sur la capitale sénégalaise. Mais depuis quelque temps, le phare des Mamelles est agressé à l'image de toute la corniche de Dakar. À cause de cette situation, la zone est devenue un danger qui plane sur ceux qui fréquentent la plage. Si vous regardez bien, au début, ils agressaient les abords de la route. Mais maintenant, ils ont totalement envahi la colline du phare des Mamelles pour récupérer des pierres métalliques. Au début, c'était juste des petits trous, mais chaque nuit, des gens creusent en bas des Mamelles pour les mettre dans des sacs afin de les revendre, paraît-il, à 10 000 francs. Malgré cette menace réelle, la situation ne cesse d'empirer. La preuve, il y a seulement 2 semaines, nous avons pu filmer cette scène. À travers cette vidéo filmée avec un téléphone portable, on voit une pelleteuse creuser le sable de la plage, récupérer des rochers pour protéger une construction privée, une image qui a choqué plus d'un sur place. À chaque saison des pluies, des parties du phare des Mamelles s'affaissent pour se retrouver sur la plage. Ce qui est un risque énorme, mine de rien, c'est un volcan dormant qu'ils agressent. Nous vivons un véritable danger. La corniche de Dakar, une merveille défigurée au fil du temps, regrette Harouna Diallo. Cet originaire de Bamako n'avait plus mis les pieds au Sénégal depuis 20 ans. Il invite les populations à poursuivre le combat pour sauver cet espace. Alors qu'avant, c'était libre, on marchait, on accédait facilement à tous les coins de Dakar, on avait accès à l'eau. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est triste en fait. Et ils appellent ça le développement en fait. Pendant que les Blancs chez eux là-bas, ils sont en train de dégager les bords de plage pour que l'écosystème puisse reprendre, nous on fait comme ce qu'ils faisaient avant. Donc on détruit et après on va se rendre compte qu'il faut réaménager les bords de mer pour l'avenir de nos enfants. C'est triste quoi. Mais bon. Mais en attendant une loi sur la protection du littoral, l'homme continue de bétonner
est de morceler la corniche de Dakar. Mais comme tout un symbole, ces enfants ont érigé sur la plage une maison de sable décorée avec des arbres et des bouteilles plastiques récupérées. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye, pour ce reportage. Macky Sall reprend ses tournées économiques dès la semaine prochaine, avec le contexte socio-économique particulier, surtout l'approche des élections locales. Beaucoup assimilent ce genre d'initiative à des campagnes déguisées. Momar Thiam soutient que le chef de l'État veut recoller les morceaux avec les Sénégalais de l'intérieur du pays. Et je vous propose d'écouter le directeur de l'école des hautes études en information et communication. La crise qu'on a traversée le 8 mars, quand même, a touché l'ensemble du pays. Et quelque part, il y a une espèce de désamour entre le président de la République et les populations. Et à mon sens, le président, avec ses tournées économiques, va quelque part essayer de recoller les morceaux avec les populations de l'intérieur et donc créer encore cette proximité relationnelle avec ces populations. Ce que je déplore autour de ces tournées économiques, c'est qu'effectivement, on a l'impression que c'est de grandes choses avec les populations et où, justement, le président de la République se plaît souvent à dégager des enveloppes budgétaires pour, justement, ces localités-là. Et derrière, il n'y a pas d'évaluation, justement, de ces enveloppes budgétaires et du mode de fonctionnement, en tout cas, de l'utilisation de ces enveloppes budgétaires sur des projets économiques qui ont été initiés dans ces endroits-là. Donc, on a cette politique des chiffres avec des effets d'annonce et derrière, il n'y a pas d'évaluation qui a été faite pour savoir est-ce que justement ces enveloppes-là sont devenues une réalité fonctionnelle et que donc si le président réinitie encore des tournées économiques, à mon sens, il devait y avoir d'abord un diagnostic de l'existence, c'est-à-dire diagnostiquer réellement ces premières tournées économiques dans ces endroits-là et les promesses qui ont été faites, est-ce que ces promesses ont été tenues, jusqu'à quel niveau ces promesses ont été tenues. Comme ça, quand il lui revient, si vous voulez, de dimensionner ou de redimensionner les promesses ou les propositions économiques qui sont dans cet endroit-là. Et si ce n'est pas le cas, on verra en ces tournées économiques des campagnes électorales déguisées puisqu'on s'achemine vers les élections locales. Alors que le projet suscite beaucoup de contestations, le découpage administratif a de bons échos à Boune. Ces populations demandent à faire partie du nouveau département de Kermassar, mais en tant que commune, Boune remplit toutes les conditions selon le coordonnateur du collectif des habitants. Il s'appelle Babacar Diassé. Boune fait partie des villages traditionnels de la région de Cap-Vert. Donc ce découpage aujourd'hui que nous voyons, aujourd'hui a bien lésé Boune. Et ce collectif travaille, s'active pour que Boune aussi soit érigé en commune, pour que aussi Boune soit respecté. Il y a une partie de Boune aujourd'hui qui est à Yembel Sud. Il y a une partie de Boune qui est à Yembel Nord. Il y a une partie de Boune qui est à Kermassar. Donc si on reçoit Boune de tous ces quartiers originaux-là, donc vraiment Boune peut être érigé en commune. Si je prends le cas de Bargueil, il y a des communes, des quartiers aussi à Boune qui sont à Yembel Sud. Et aujourd'hui, ces investissements, on ne trouve pas à Boune. Donc pour vous dire que vraiment là, ce n'est pas normal. On a des ressources, et deuxièmement, les ressources, on les crée. Il y a des communes, quand on les a érigées en commune, ils n'avaient pas les mêmes outils que Boune. Boune aujourd'hui dispose de toutes les outils pour être érigé en commune. Si Boune sera en commune, il y a des choses, on peut les créer. On peut les créer ici à Boune, parce qu'on a des espaces, tant mieux. On a des espaces avec lesquels on peut créer des ressources pour alimenter la commune. Ce que nous réclamons, que Boune soit communalisé. C'est possible, parce que les gens disent que ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Boune doit être communalisé. Intéressons-nous maintenant à cette étude réalisée par l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale sur l'accès des femmes au foncier. Et l'étude a révélé que seuls 2% des femmes qui ont des terres ont des papiers individuels. Le compte-rendu est signé Mamadou Dian avec Moussa Fall. L'accès aux ressources foncières par les femmes reste toujours un défi pour le Sénégal. Les femmes seraient confrontées à une insécurité foncière persistante. Le projet de l'IPAR contribue à l'amélioration de l'accès et du contrôle sur les terres dans le bassin arachidier, les Niayes et la vallée du fleuve Sénégal. L'étude nous a permis en tout cas de connaître un peu le contexte dans ces trois communes où nous intervenons. Ça nous a permis de savoir que l'accès des femmes à la terre demeure limité malgré des avancées, il y a des avancées. Mais surtout, l'étude nous a permis aussi d'identifier des bonnes pratiques. Et ce sont ces bonnes pratiques-là que nous avons essayé de reproduire. Et cette reproduction, en tout cas, a donné des résultats parce que ça nous a permis
quand même, sur le plan de la sécurisation, d'obtenir plus de 300 demandes pour les femmes et leurs alliés. Le foncier constitue une des thématiques majeures de l'IPAR, mais l'accès au foncier des femmes est un problème d'ordre socio-culturel. La question de l'accès des femmes à la terre n'est pas un problème juridique, c'est un problème socio-culturel. Et nous savons on a vu, et nos travaux actuels le montrent, que dans certaines zones où, par exemple, à Darou-Koudous, quand on commençait, pratiquement il y avait 0% de femmes qui avaient accès à une délibération, parce que les femmes ne demandaient pas. Mais au bout de 2 ans d'intervention, le maire dit que c'est la première fois qu'il reçoit jusqu'à 11% des demandes qui sont en faveur des femmes. Pour un meilleur accès des femmes à l'assiette foncière, il faudrait un concours des efforts, un dynamisme des actions, mais aussi de la sensibilisation. Il y a la sensibilisation parce que la question demeure très sensible et il faut qu'il y ait un consensus au niveau local pour pouvoir arriver à des changements. Il y a aussi des dynamiques multi-acteurs, de travailler avec tous les acteurs qui sont autour de cette problématique-là. Il y a aussi d'autres pratiques que des collectivités ont mises en place et qui ont favorisé aussi l'accès des terres, comme par exemple l'allègement ou la gratuité des frais de bornage. Il y a aussi le quota qui permet aussi aux femmes d'accéder à la terre. Moins de 15% des femmes ont accès aux terres sur les 70% qui travaillent dans l'activité agricole. Dans le Delta, seul 1% du foncier est alloué aux femmes. 2% détiennent des papiers individuels au Sénégal. Et de plus en plus de secteurs porteurs de développement tendent vers la digitalisation. Qu'en est-il du secteur des transports? Payer une course par voie électronique pourrait être avantageux. Question aux taximans. Et la plupart n'est pas si convaincue, nous dit Abindiaï. Le paiement électronique, un moyen rapide pour les taximans de travailler convenablement. Au point E, difficile de trouver un taxi non occupé. Tamsir Gueye, taximan expérimenté en cherche encore. L'homme très avenant est favorable au paiement électronique, même si ce n'est pas toujours évident pour lui. Pour moi, vraiment, le paiement électronique est très avantageux parce que ça montre qu'il y a un développement. Je le fais très souvent, même s'il m'arrive parfois que les clients ne tiennent pas parole. Je suis un croyant, donc je n'ai pas de souci par rapport à ce mode de paiement. Matarfal, qui ne cache pas sa méfiance face à ce mode de paiement. Ce jeune taximan préfère le cash. Moi, je suis un taximan. Personnellement, je n'accepte pas le paiement électronique des clients parce que rien n'est sûr maintenant. Parfois, il nous arrive que certains clients ne tiennent pas leurs promesses. Nous, les taximans, nous sollicitons un appui dans notre travail. C'est dur. L'idée est salutaire pour beaucoup. En revanche, l'attitude de certains taximans en dissuade certains. Il m'arrive très souvent de prendre un taxi, mais je m'efforce à chaque fois de besoin d'avoir de la monnaie sur moi. Parce que j'ai remarqué avec certains chauffeurs, ils sont parfois hésitants par rapport au paiement par Orange Money ou autre, vu tout ce qui se passe parfois avec les paiements électroniques. Et dans ce cas, moi aussi, j'hésite pas. Mais ça serait l'idéal. Pour des raisons sécuritaires, tout le monde aurait préféré avoir son argent dans son téléphone. C'est l'idéal. Mais bon, c'est comme ça. On a juste besoin qu'il soit beaucoup plus organisé et qu'il y ait plus de communication dans ce sens. Le paiement électronique n'est pas toujours souhaité par les taximans. Certains y trouvent leur compte et d'autres se montrent parfois réticents. Mais la majorité des personnes que nous avons rencontrées estiment que ce mode de paiement pourrait davantage être utilisé. Un autre aspect de l'actualité sur les transports, une campagne nationale sur la sécurité routière vient d'être lancée. Elle va durer 5 semaines et la direction des transports routiers va en profiter au maximum pour amener les usagers et les automobilistes à prendre davantage conscience des risques d'accident. Les précisions de Seynabou Babou.
La direction des transports terrestres profite de la semaine de la sécurité routière pour lancer une campagne nationale de 5 semaines. Cette campagne a pour but la sensibilisation sur les dispositions du code de la route et la nécessité pour tous de les respecter. Pourquoi cette semaine? Il s'agit en fait de trouver des façons pour que les piétons, les deux roues et également les véhicules motorisés se partagent la route et en toute sécurité. Et c'est vraiment l'une des priorités de cette semaine et de la direction des transports et du ministère engagé auprès donc de toute la population pour cette semaine de la sécurité routière que tous les pays du monde, toutes les nations du monde célèbrent. Des rues pour la vie, le thème choisi pour cette campagne. Pour les zones franches, le thème cette année est vraiment, ils le disent en anglais, Streets for Life, des rues pour la vie, qui fait campagne pour la nécessité de limiter la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues et les villes du pays où les habitants vivent, marchent et jouent. Monsieur le directeur l'a rappelé, lorsque les véhicules et les populations sont mélangées, il faut prendre des mesures calmantes pour qu'il y ait une résilience et qu'il y ait un consensus pour que la vitesse soit réduite, pour préserver des vies tout simplement. Des solutions comme la limitation de vitesse proposées pour stopper le nombre d'accidents de la route. Cher Omar Gueye, directeur des transports terrestres. Et pour les éviter, voilà, il y a beaucoup de solutions. Les solutions, d'abord, c'est la réglementation, réglementer. Si on réglemente, et dans cette réglementation, faire le contrôle et faire la sanction. Soucieux de la santé publique des populations, la direction des transports terrestres estime que le moment est venu de répondre de toute urgence à cet appel à l'action en réduisant, en concevant et en limitant des vitesses de circulation sûres pour tous et partout. Vous avez sans doute suivi cette affaire en début de semaine. Une jeune femme de 27 ans retrouvée morte dans une maison en construction à Louga. Beaucoup d'indignation exprimée par les Sénégalais. Mais aujourd'hui, la rédaction a choisi de vous proposer ce reportage sur la sécurité dans nos quartiers et dans les rues. Un reportage signé Ngordiouf. Les cas de meurtre, agression et accidents de la route deviennent monnaie courante au Sénégal. Des phénomènes qui inquiètent et suscitent l'indignation de beaucoup de personnes. Dans ce quartier de Rebeuss, le sentiment d'insécurité ne cesse de monter dans l'esprit de ses habitants. C'est déplorable. Les cas de meurtre sont devenus fréquents au Sénégal. On ne se sent plus en sécurité. Moi, il m'arrive des fois de prendre toutes mes précautions en sortant parce que ce n'est pas sûr. Vraiment, on note une insécurité totale au Sénégal. Les forces de l'ordre doivent être accompagnées dans leur mission. Biram Faye estime que les résidents doivent dénoncer les personnes suspectes. Donc c'est à la population de les donner un coup de main, de les soutenir. Rien que ça, rien que ça. Comment les soutenir? Parce que si tu connais quelqu'un, par exemple, qui vend de la drogue, hein, soit le chanvre indien ou bien la cocaïne, mais il faut le dénoncer. Pourquoi le couvrir ou le protéger, hein? C'est un élément nuisible à la société. Dans le même quartier, une jeune dame mécanicienne attire notre attention. Ngone Sow considère que le chômage est l'un des facteurs à l'origine de l'insécurité. L'insécurité au Sénégal, c'est un peu partout. C'est dans la banlieue, dans la sous-région, c'est un peu partout. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont à l'école. Ils travaillent dur à l'école. Ils ont les diplômes, mais ils n'arrivent même pas à avoir un bon job ou un bon boulot fixe. Si les jeunes, ils ont le boulot, mais personne n'aura à l'idée d'aller agresser. Le débat de l'insécurité se pose à nouveau au Sénégal après la mort d'une jeune dame. Khady Badiane Diak, tuée à Louga dans des conditions atroces. Aujourd'hui, dans les quartiers à Dakar ou ailleurs, les citoyens veulent se sentir en sécurité. Ils invitent les autorités, y veillent.
Le groupe E-Media Invest a reçu la visite ce jeudi du maire du Point E Amitié Palasambe. Plusieurs projets de collaboration en vue. Ndeye Mariam Gaye revient justement sur les temps forts de cette visite. E-Media Invest, une équipe jeune avec une technologie de pointe. Voilà les mots du maire de la commune de Fann, Point E Amitié, Palasambe, qui se dit séduit par les locaux et l'esprit d'équipe du groupe E-Media Invest. Je voudrais d'abord féliciter Mahmoud Ibrakan et ses collaborateurs. C'est la première fois que je viens ici visiter vos locaux, mais j'étais impressionné. J'étais impressionné par tout ce que j'ai vu. Donc, je sais que c'est des professionnels. J'ai vu du matériel de dernière génération. J'ai vu surtout une équipe jeune. Et je pense qu'ils ont misé sur une équipe jeune. Et je comprends maintenant pourquoi ITV est en train de prendre beaucoup d'envolées. Charmé, le maire entend nouer un partenariat avec le groupe E-Media. Nous allons donc signer un partenariat entre la commune de Fann Point Amitié et le groupe ITV. Donc, nous voulons que les populations de la commune soient beaucoup plus imprégnées dans ce que fait ITV. Je pense que c'est une télé qui est dans notre commune. C'est un grand honneur pour nous. Et je pense qu'à ce niveau, nous allons nous approprier donc de cette télé pour en faire une télé de la commune de Fann Point Amitié. Donc avant que les autres quartiers n'en profitent, je pense que nous allons en profiter pleinement. Élu maire de la commune de Fann, Point E Amitié depuis 2014, Palasambe tire un bilan positif de son mandat et se dit prêt pour un deuxième. Bon, vous savez, moi, les ambitions que j'ai, c'est de faire développer ma commune. J'ai été élu en 2014 à la tête de la mairie et je pense que, sauf erreur de ma part, je pense que j'ai bien travaillé. Je pense, parce que j'entends les populations me le dire, parce que nous voulons développer la commune de Fann Point Amitié. Nous avons une ambition, redorer le blason de cette commune, en faire ce qu'elle a été vers les années 60, à savoir une commune résidentielle. Nous allons vers des élections. Maintenant, les populations de la commune de Fann Point Amitié verront est-ce que moi, j'ai un bilan satisfaisant qui me permet d'avoir un second mandat ou non. En bon politique, il se dit prêt à accompagner un autre candidat de sa coalition, Taxawu Sénégal. Quelques notes de sport à présent. Dans ce 1945, 5 fois champion d'Afrique, le Sénégal abrite pour la première fois la CAN de beach soccer. Le ministre des Sports, Matar Ba, a remis le drapeau aux Lions de la plage. Ces encouragements à l'équipe que je vous propose d'écouter. L'édition 2021 qui se tient chez nous à Saly, Portugal, vous donne l'opportunité et la chance de combler cette attente et de montrer à la face du monde que vous êtes véritablement les meilleurs en matière de beach soccer en Afrique. Au regard de votre potentiel et de votre palmarès, il est indéniable que vous avez les atouts pour réussir ce pari. Et comme pour les éditions précédentes, nous sommes habités par une confiance que rien ne peut ébranler tant que vous nous avez habitués au succès et à la victoire finale. Pour ce qui concerne les motivations, nous avons réussi ou bien reçu les documents et les informations nécessaires de la Fédération sénégalaise de football. Et je peux vous dire que des instructions ont été données afin qu'on puisse répondre à vos attentes et à vos prétentions. Et cela dans les meilleurs délais. Les immenses satisfactions que vous nous avez procurées par le passé justifient amplement notre volonté et notre promptitude à cet effet.
Le ministre des Sports a par la même occasion annoncé, je le disais en titre, la livraison des stades de Ngor et des parcelles Zasseni en juin prochain, celle du stade du Sénégal dès le 22 février 2022. Le recrutement de 250 stadiers est également prévu. On l'écoute. Le chef de l'État vient de nous demander de recruter minimum 250 stadiers au Sénégal pour accompagner les forces de l'ordre, mais accompagner les sportifs à mieux suivre nos matchs dans la discipline, dans la paix, et c'est ça le rôle que joueront les 250 stadiers. Je voudrais aussi annoncer la remise des clés de différents stades d'ici début juillet, fin juin, je vais dire, le stade des Parcelles Zasseni, normalement, le stade de Ngor, et nous allons poursuivre ces efforts-là, parce que la planification qu'on a, c'est faire de sorte que partout qu'on ait des stades de proximité, puisqu'on a déjà démarré le grand stade du Sénégal, qui normalement va accompagner nos compétitions internationales, mais peut aider aussi à l'occasion de grandes finales de sport ici au Sénégal, surtout de football. Bien évidemment, ce n'est pas un stade de football tout court, parce qu'à côté, il y aura des terrains d'entraînement, mais il y aura aussi une piste d'athlétisme pour permettre aussi à notre athlétisme de pouvoir disposer effectivement d'une belle infrastructure, d'une piste professionnelle. Et on se quitte sur ces images. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Demain et le reste du week-end, le 19h45, vous sera présenté par Oussama Monique Sagna. Bonsoir.